Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous accueillir en distanciel pour une table ronde intitulée L'innovation au service du bien vieillir, où l'on va s'attacher avec nos invités à répondre à la question: comment l'innovation transforme-t-elle l'accompagnement du vieillissement et préserve l'autonomie des seniors? Et inversement d'ailleurs, l'accompagnement du vieillissement et la préservation de l'autonomie sont-ils source de créativité en matière d'innovation? Vous êtes près d'une centaine à participer à cette table ronde. Je suis Valérie Ravinet, je suis journaliste et j'ai le plaisir d'animer notre table ronde aujourd'hui, qui est enregistrée et sera disponible en replay depuis le site de la Mutualité Occitanie. Durant toute cette rencontre, vous avez la possibilité de poser des questions, de partager, de commenter, de témoigner via le chat. Je reprendrai un maximum de vos observations pour les soumettre à nos intervenants tout au long de cette table ronde qui se terminera à 10h30. En quoi et comment l'innovation permet un accompagnement plus humain, plus juste du vieillissement? Quelle forme prend cette innovation? Est-elle uniquement technologique ou s'inscrit-elle dans d'autres registres de l'innovation sociale et d'usage? Ce sont quelques-unes des questions que nous allons aborder ce matin avec nos trois invités. Mais avant de les présenter, je tends le micro à la directrice de la Mutualité Occitanie, Myriam Valette, pour ouvrir nos échanges. Myriam, c'est à vous. Bonjour à tous. Donc je tenais à vous remercier chaleureusement d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette table ronde dédiée à un enjeu crucial de santé, comment faire de l'innovation un levier concret pour bien vieillir. Alors nous avons la chance de nous retrouver ici en direct depuis le pôle des Grisettes à Montpellier, au sein de l'EHPAD Les Couleurs du Temps, géré par Mutualité Française Grand Sud, et je remercie sincèrement les équipes qui nous ont accueillis aujourd'hui. Alors je représente la Mutualité Française Occitanie qui rassemble 128 mutuelles dans notre région et qui protège plus de 3,2 millions de personnes sur notre territoire. Et en Occitanie, nous sommes présents aussi à travers 508 services de soins et d'accompagnement mutualistes, allant de la crèche jusqu'aux EHPAD, en passant par des centres médicaux, dentaires, optiques et audition. Alors la Mutualité Française, c'est un acteur historique et engagé de l'économie sociale et solidaire qui joue un rôle central dans la promotion du bien vieillir en France. Alors, son engagement se traduit à la fois dans le débat public et politique national, mais aussi très concrètement sur le terrain, notamment dans notre région, à travers un large réseau d'établissements et la mise en œuvre d'actions de prévention et promotion de la santé. Alors, au niveau national, la Mutualité Française porte une vision du vieillissement qui est digne, qui est centrée sur les besoins des personnes âgées, en particulier dans le cadre des grands débats sur la réforme du système de santé ou bien encore sur la stratégie nationale bien vieillir. Elle participe aux concertations publiques et formule des propositions innovantes en matière d'accompagnement, de prévention de la perte d'autonomie et de transformation des EHPAD. Et puis elle défend bien sûr un accès équitable à une offre de soins et d'accompagnement de qualité sur tout le territoire en valorisant le rôle des acteurs mutualistes. Sur les 13 départements d'Occitanie, la Mutualité Française déploie un réseau de plus de 70 établissements médico-sociaux à destination des seniors. On va ainsi retrouver sur le territoire des EHPAD, des résidences autonomie, des services de soins infirmiers à domicile et des plateformes de répit pour les aidants. On expérimente aussi, et vous le verrez avec nos intervenants, des nouveaux modèles d'habitat inclusif et intergénérationnel, favorisant le lien social et l'autonomie. Et puis nous travaillons aussi avec des dispositifs innovants, de la domotique, de la télémédecine. On travaille aussi sur de l'ergonomie environnementale. Et puis, bien sûr, tous les départements de notre région en proximité,
La Mutualité française Occitanie mène chaque année plus de 800 actions de prévention santé innovantes et personnalisées. Des actions bien vieillir, comme par exemple des ateliers sur la mémoire à travers l'art, des ateliers nutrition, des balades qui intègrent des contes, des stages de 2 jours pour prendre soin de son cœur. Donc ces programmes, bien sûr, sont adaptés à chaque territoire et nous travaillons en lien avec l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, les CARSAT, les collectivités locales et puis nos partenaires associatifs. Nous relayons bien entendu aussi les campagnes de sensibilisation sur les fragilités liées à l'âge et nous sommes engagés aux côtés du Gérontopole dans le programme ICOP depuis ses débuts. Nous travaillons enfin avec le Cluster Lab Silver Occitanie, ce qui nous permet de valoriser et promouvoir les activités des startups du cluster auprès des établissements mutualistes. Alors, lors de cette table ronde, nous allons explorer des solutions concrètes et innovantes pour bien vieillir, nous inspirer d'initiatives locales reproductibles, comprendre le rôle des politiques publiques dans le soutien à l'autonomie et échanger avec des experts engagés. Donc un vaste programme. Avant de débuter, je tenais à remercier chaleureusement nos 3 intervenants. Donc Delphine Paccard, qui est responsable du service action sociale de la CARSAT Languedoc-Roussillon. Stéphanie Carrasco, directrice générale adjointe de Mutualité française Grand Sud, et le professeur Jean Bousquet, professeur honoraire au CHU de Montpellier. Cette table ronde est animée par Valérie Ravinet et je vous souhaite à tous de très bons échanges. Merci beaucoup Myriam Valette de nous avoir donné le cadre et le cap de cette matinée. Et comme vous l'avez dit, nous avons le plaisir d'accueillir Delphine Paccard, responsable du service action sociale de la CARSAT Languedoc-Roussillon. Vous avez mis en place des dispositifs de soutien à l'innovation dans le champ de la Silver Economy. Nous allons évoquer tout cela avec vous. À vos côtés, Stéphanie Carrasco, directrice adjointe de la Mutualité française Grand Sud. Vous menez, vous, une série d'actions de terrain dans les établissements mutualistes du territoire. Et le professeur émérite Jean Bousquet, que l'on remercie infiniment de s'être rendu disponible pour évoquer le sujet du jour. Le professeur Hubert Blin, responsable du pôle de gérontologie au CHU de Montpellier, ayant été empêché. Jean Bousquet, quelques mots pour vous présenter. Vous n'êtes pas gérontologue, mais professeur de pneumologie. Vous avez exercé notamment au CHU de Montpellier. Vous avez dirigé 2 unités de l'INSERM et vous faites partie des 9 chercheurs en médecine français les plus influents au monde en termes de publications et de citations d'articles, sur une liste de 400 chercheurs établie par des analystes américains à partir de 15 millions d'auteurs. Et vous êtes aussi, entre autres, à l'initiative d'un outil numérique pour le suivi des patients allergiques, développé dans le cadre du Partenariat européen d'innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé. Un projet mis en place par la Commission européenne et lancé dans 23 pays. L'Union européenne, évidemment, l'Argentine, l'Australie, le Canada, le Brésil, le Mexique, la Turquie et la Suisse, entre autres, et un programme qui se décline en 17 langues. Le travail que vous avez réalisé, vous aviez déjà pris votre retraite au moment de le démarrer. Vous êtes donc un exemple à 78 ans du bien vieillir. Immense merci à tous les 3 d'être présents ce matin pour éclairer cette thématique de l'innovation au service du bien vieillir en explorant les solutions concrètes et innovantes que vous avez tous imaginées et qui peuvent être reproduites sur d'autres territoires. C'est l'idée aussi de s'inspirer des belles réalisations sur les territoires pour les décliner ailleurs. Vous nous direz également quel rôle jouent les politiques publiques dans le soutien à l'autonomie,
Alors, quelques chiffres pour lancer nos échanges. Selon la direction de la recherche, des études et de l'évaluation des statistiques, l'adresse, dans les domaines de la santé et du social, en 2030, 21 millions de seniors de 60 ans ou plus vivront en France, soit 3 millions de plus qu'en 2019. Conserver des pratiques actuelles d'entrée en institution des personnes âgées en perte d'autonomie supposerait de doubler dans la durée le rythme d'ouverture des places observées depuis 2012 afin d'accueillir 108 000 résidents supplémentaires en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les fameux EHPAD, entre 2019 et 2030, puis encore 211 000 entre 2030 et 2050, qui viendraient s'ajouter aux 611 000 résidents sur les places existantes. Je vous propose de faire un premier tour de table pour comprendre ce que vous mettez personnellement et professionnellement, chacun, derrière le mot innovation lorsqu'il est associé au bien vieillir. On commence avec vous, Jean Bousquet, prenez le micro. C'est quoi l'innovation pour vous au service du bien vieillir? Tout d'abord, je pense que bien vieillir, c'est essentiel. Parce qu'on commence à bien vieillir d'ailleurs dès qu'on est né. Parce que si l'on fume, si l'on boit trop d'alcool, on ne vieillira pas bien. Donc, ce n'est pas lorsqu'on prend la retraite qu'on vieillit bien. Et donc, il faut une innovation, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, tout change. Alors moi, je me suis intéressé à la santé digitale, c'est-à-dire à une application mobile. Alors l'intérêt de l'application mobile, c'est que c'est le patient, le senior, qui remplit cette application. Le seul problème qu'il y avait, c'était de savoir si les seniors étaient capables de remplir l'application, ce qui est le cas. Donc pour moi, une partie du bien vieillir, puisque je vais diriger au niveau européen ce projet, pour moi, c'était l'innovation digitale. Alors, innovation digitale associée à innovation sociale, puisqu'on imagine que les personnes âgées, seniors, savent utiliser la technologie dans le cadre de leur programme de santé. Eh bien, écoutez, nous avons fait un essai sur 350 seniors avec l'application Chute. 90% d'entre eux, sans qu'on leur dise quoi que ce soit, ont été capables de la remplir. Donc, si on a une application simple, eh bien, on peut la remplir. Merci Jean Bousquet pour ces premiers éléments de réponse. Je vous propose de prendre le micro, Delphine Pacard. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot innovation dans le cadre du bien vieillir? Alors au niveau de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, l'innovation et la prévention est quelque chose à laquelle on est très attaché, puisque effectivement on souhaite œuvrer sur le champ de la prévention, du vieillissement actif et en santé. Pour nous, l'innovation, c'est apporter des réponses nouvelles aux besoins des personnes retraitées. Donc des réponses en offre de services, en nouvelles aides techniques par exemple. C'est également faciliter le repérage des risques de fragilité des personnes. Tout à l'heure, le professeur Bousquet nous parlait de l'application sur les chutes, qui est un risque de fragilité. C'est également l'isolement, c'est des risques de perte de capacité physique. Donc l'innovation aide, comme on vient de le comprendre, à repérer plus facilement ces risques de fragilité. Et enfin, l'innovation permet également de faciliter l'accompagnement de ces personnes. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a des solutions qui aident à faciliter cet accompagnement et également aident à faciliter l'information et le conseil sur le champ de la prévention. Merci Delphine Pacard pour ces éléments de réponse. Quant à vous, Stéphanie Carrasco, comment entendez-vous ce mot innovation au service du bien vieillir? Alors, moi, je l'entends de mon point de vue, qui est un point de vue de développeur et de gestionnaire de services et d'établissements au service des populations, puisque nous gérons des services de soins et d'accompagnement mutualistes. L'innovation,
pour moi, elle est contrainte par les nouveaux vieillissements. C'est-à-dire que, comme l'a dit le professeur ou comme l'a dit Madame Paccard, les populations, quand elles vieillissent aujourd'hui, ce ne sont pas les mêmes que celles d'il y a 20 ans. Et les prochaines ne seront pas les mêmes que celles d'aujourd'hui. Et donc, l'innovation, nous, on le conçoit comme un accompagnement humain innovant au service de personnes dont les besoins évoluent sans cesse. Et effectivement, je rejoins Madame Paccard sur à la fois la nécessité d'aide technique qui n'avait pas lieu il y a quelques années avec le maintien à domicile qui se multiplie. On le voit au travers de nos services de soins infirmiers à domicile. Il y a les nouvelles technologies qu'il faut intégrer dans nos établissements parce qu'aujourd'hui, un établissement sans Wi-Fi, c'est un établissement qui ne satisfait pas aux besoins des personnes qui rentrent dans nos établissements. C'est aussi de la prévention numérique au travers d'applis qui nous permettent de quantifier l'évolution de l'autonomie des personnes. Et ce sont des programmes qui visent à accompagner les personnes, mais sur plusieurs dimensions. À la fois l'environnement, donc on parle de l'aménagement du domicile ou des équipements de nos établissements, à la fois le lien social, qui est un des facteurs de bien-être du bien vieillir qui nous interroge sur chacun de nos projets, et bien sûr la santé, puisque nous on est mutualité française et qu'en ce sens l'accès aux soins pour tous est notre ADN. On va évidemment approfondir tous ces exemples et la question de tous ces dispositifs concrets que vous avez mis en place. Je propose de commencer avec vous, Jean Bousquet. Quel système innovant avez-vous travaillé ces dernières années alors que vous étiez déjà à la retraite? Il faudrait tenir le micro juste un tout petit peu plus haut pour qu'on n'ait pas de coupure avec votre main. Ok. Donc, si vous voulez, je ne suis toujours pas à la retraite puisque je travaille à Berlin maintenant. Absolument. Donc, j'ai créé 3 applications. La première sur l'asmélarinite, dont nous n'allons pas parler aujourd'hui, mais la deuxième avec Madame Paccard sur comment les employés de maison pouvaient participer au système de soins dans des zones défavorisées. Avec une application, ces personnes vont voir régulièrement des seniors. Et avec une question, va bien, va pas bien, on était capable de bien améliorer ce problème. On a, je pense, sauvé des vies. Et aujourd'hui, nous avons à peu près 3000 seniors dans la région qui ont été suivis pour plus de 350 000 jours. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième, c'est les chutes. Alors pourquoi les chutes? Parce que 30% de la population de plus de 65 ans va chuter. Et 20% d'entre eux vont avoir des chutes graves. Les fractures du col du fémur, c'est la première urgence en France et c'est chez le senior. Donc si vous voulez, il faut une application qui est faite par le senior ou son aidant, très simple, avec 9 questions, qui va permettre de prédire la chute. Et pas avoir, si vous voulez, des questions beaucoup plus compliquées. Comment avez-vous conçu à la fois ce questionnaire et ce dispositif? Alors, le questionnaire, c'est simple. Il y a des recommandations internationales. Nous avons pris les recommandations internationales. Mais il ne faut pas prendre une question et la traduire. Ça ne marche pas. Il faut prendre une question et l'adapter. Et nous avons testé ces 9 questions. Alors, on était parti de 20 questions et on est arrivé à 9. 4, comment êtes-vous tombé pour la chute? Et 4, simplement, est-ce que vous marchez bien? Est-ce que vous levez facilement? Est-ce que vous êtes fatigué? Donc, si vous voulez, avec 4 questions, que 90% des seniors d'âge moyen à 78 ans ont été capables de répondre, on peut déterminer le risque de chute. Donc, ce système a été développé, ce dispositif développé dans le cadre du plan de prévention national anti-chute, c'est bien ça? Oui, mais si vous voulez, 2 choses. D'abord, moi, je suis toujours très européen puisque j'ai dirigé le partenariat européen d'innovation sur le vieillissement en bonne santé. Donc, je suis toujours européen et puis français. Et bien sûr, et c'est le professeur Hubert Blin qui est le référent qui a développé... Enfin, on l'a développé ensemble parce qu'on a travaillé depuis longtemps avec Hubert. Voilà. Vous avez parlé de 3 dispositifs. Quel est le troisième? Le troisième, c'est l'urticaire. Non, donc, si vous voulez, le premier, c'est la santé respiratoire. Le deuxième, c'est avec la DMR. Et le troisième, c'est la chute.
Est-ce que vous pouvez nous parler du programme ICOP développé par l'OMS pour retarder la dépendance en repérant précocement les facteurs de fragilité chez les seniors, démarche déployée depuis 2019 avec le gérontopole du CHU de Toulouse et expérimentée d'ailleurs partout en Occitanie? Alors, ICOP est un programme très très intéressant, mais qui s'adresse à une population tout à fait différente. Nous, on s'intéresse à une population qui risque de chuter ou qui a chuté. Donc, c'est des malades. ICOP s'intéresse à des sujets normaux. Et on essaie de tester si ces sujets normaux vont devenir fragiles ou non. Donc, nous sommes dans deux. Alors, il y a une liaison entre la chute et ICOP, c'est-à-dire que si le patient est très bien, on lui conseille d'utiliser ICOP. Mais il y a une différence d'âge, puisque ICOP, ça commence à 50 ans si je ne m'abuse, et surtout une différence de personnes. Comment sont-ils complémentaires, ces dispositifs? Eh bien, si vous avez quelqu'un qui n'a pas de fragilité, ou qui, disons, n'a pas de problème de chute, à ce moment-là, il a intérêt de faire ICOP pour savoir quelle est sa fragilité. Voyez. Et je pense d'ailleurs que des gens qui ont un problème de chute dans ICOP pourraient bénéficier de la chute. Alors, on parle d'innovation au service du bien vieillir, mais finalement, quel est aussi l'objectif de ce plan de prévention anti-chute et de cette application? Est-ce que c'est de diminuer le nombre de personnes qui vont être hospitalisées pour cause de chute? 20%. Le plan chute cherche à réduire de 20% les hospitalisations pour fractures. Et en fait, nous travaillons aussi dans l'Est de la France maintenant avec de l'ostéoporose. Parce que l'ostéoporose ne crée pas la chute, mais l'aggrave. Merci, Monsieur Bousquet, pour ces éléments de réponse. Même question pour vous, Delphine Paccard. Quelles actions innovantes la CARSAT met-elle en œuvre pour favoriser ce qu'on a appelé ici le bien vieillir? Alors, on a effectivement plusieurs champs d'intervention sur l'innovation. Tout d'abord, une expérimentation qu'on a conduite il y a près de 18 mois et qui est en train d'être généralisée en lien avec les conseils départementaux et les conférences des financeurs de la prévention de perte d'autonomie. C'est l'aller vers les retraités isolés. Donc cette expérimentation, le principe en est simple, c'est de faire rencontrer sur les territoires les partenaires qui sont à même de repérer les retraités isolés. Ça peut être les services d'aide à domicile, les bailleurs sociaux par exemple, et les partenaires qui sont en charge de l'accompagnement de ces personnes. Que ce soit un centre social, un CCAS ou une association comme les Petits Frères des Pauvres. Donc le principe était plutôt simple. Après, la mise en œuvre a demandé un petit peu de temps. C'est par territoire d'organiser cette rencontre et disposer également d'un outil de détection de l'isolement. Donc on a travaillé en lien très étroit avec l'Institut transdisciplinaire d'études du vieillissement qui a co-construit avec l'ensemble des partenaires cet outil de détection de l'isolement, qu'on mette la même définition dans qu'est-ce qu'on entend par l'isolement du retraité. Cette expérimentation, en fait, a porté ses fruits et le conseil départemental de l'Hérault et le conseil départemental du Gard ont souhaité généraliser cette démarche en lien avec la CARSAT et tous nos partenaires. Et donc, on est en train de déployer cette démarche sur aujourd'hui l'ensemble du département du Gard, quelques territoires de l'Hérault, et sachant qu'on a également le projet de le déployer dans l'Aude et en Lozère pour l'instant. Donc, c'est un exemple d'innovation donc qui... L'innovation, ce n'est pas forcément toujours très compliqué ou ne nécessite pas forcément de nouvelles technologies. C'est également de nouvelles organisations. Mais l'enjeu, comme on le disait tout à l'heure, c'est toujours de répondre derrière aux besoins des retraités. Et par exemple, aller vers les retraités isolés, c'est un réel besoin que souligne d'ailleurs dans son rapport chaque année les Petits Frères des Pauvres. Donc voilà, c'est un exemple d'innovation sur lequel on est en train de travailler. L'autre exemple, c'est un appel à projet que la CARSAT a lancé en 2025, qu'on reconduira chaque année sur l'innovation et la silver autonomie. Là, on est dans un objectif de sourcer
de nouveaux projets qui justement pourraient répondre aux besoins des retraités. Sur l'appel à projet 2025, on a retenu 3 projets, donc 3 lauréats. Une solution qui va faciliter les interactions au niveau des aidants, c'est-à-dire une plateforme qui va permettre de faciliter la communication entre les aidants familiaux, les aidants professionnels. C'est la solution Famille Relais. Également, on a retenu la solution Easy Facility qui s'adresse plus particulièrement aux bailleurs sociaux. Et en fait, c'est aider les bailleurs sociaux au travers d'un outil à proposer des logements adaptés en fonction des besoins des retraités, notamment par rapport aux problèmes de mobilité. Et le 3e projet qu'on accompagne dans le cadre de cet appel à projet, c'est Sapristi et compagnie, qui a pour objectif, au niveau du maintien à domicile, en lien avec les services d'aide à domicile, d'introduire plus d'activités culturelles, plus d'activités de loisirs. Juste pour terminer par rapport à ces 3 solutions, on travaille avec 2 Living Labs qui sont le pôle autonomie santé de LAT et I2ML qui vont être en charge, qui sont en train d'accompagner ces 3 solutions pour justement pouvoir finaliser le prototype et pouvoir répondre au mieux aux besoins. Donc on l'entend, les solutions ne sont pas uniquement numériques, elles ne sont pas uniquement technologiques, elles sont aussi sociales. Est-ce que vous allez continuer à encourager ce type de projet et dans quel cadre ? Alors, comme je le disais tout à l'heure, déjà au niveau de l'appel à projet, c'est quelque chose qu'on va maintenir. On travaille en lien avec beaucoup de partenaires sur cet appel à projet qu'on lance chaque année. On travaille en lien très étroit avec notamment la Banque des Territoires, avec France Active, avec le Conseil régional, avec les conférences des financeurs, avec l'Agir Carco, avec les MSA. Donc c'est un appel à projet qu'on travaille en lien avec nos partenaires clés sur le champ de la Silver Autonomy. Et puis bien entendu, ensuite, on continue à accompagner d'autres solutions. Tout à l'heure, le professeur Bousquet parlait de la solution des chutes. La CARSAT a accompagné cette solution dans ses débuts au niveau financier. Donc, comme voilà, je le précisais tout à l'heure, le champ de l'innovation est quelque chose d'important dès lors que ça peut contribuer à la prévention et à la préservation de l'autonomie, à la réduction aussi des inégalités sociales, puisque certaines solutions peuvent justement permettre de renforcer l'accessibilité. Donc, sur l'ensemble de ces projets, on sera présent au niveau de la CARSAT. Alors, il y a une question qui nous est arrivée pour vous. Comment évaluez-vous la réussite d'un projet ? Quel bilan, finalement, avez-vous tiré des actions conduites que vous déployez ici et ailleurs ? Alors au niveau de l'allée vert, bon, comme je le disais, ça a été une première expérimentation pour après être généralisée. Donc c'est une démarche qu'on a suivie de près. On a travaillé avec l'ITEV pour avoir cette caution scientifique et suivre de près le déploiement de la démarche auprès des retraités isolés et d'avoir des indicateurs de suivi de ce qui marchait, de ce qui marche moins bien, des freins, des leviers. Au niveau, dès lors qu'on accompagne un projet comme l'application des chutes, dans ces cas-là, on a des réunions régulières avec nos partenaires, là en l'occurrence avec le professeur Blin et le professeur Bousquet, pour suivre l'avancement. Puis comme je le disais, on n'est pas seul, on travaille en lien. Par exemple, pour l'application des chutes, on a fait un lien aussi avec l'Agence régionale de santé pour articuler. Puis après, il peut y avoir des appels à projets qui peuvent intéresser aussi ce type de solutions. Donc en mesure d'impact, on le conduit toujours en lien avec des partenaires et si possible avec des cautions scientifiques pour justement pouvoir s'assurer que déjà on touche la cible qu'on souhaitait toucher initialement et puis également rectifier certains écueils qu'on découvre au fil du temps. Merci Delphine Paccard. De votre côté, Stéphanie Carrasco, quel type d'action conduisez-vous et qu'est-ce qui les rend novatrices ? Leur portée, leur dimension technique ou humaine, leur mode de construction, comment ça se passe ? Juste, je renchéris sur ce qu'a dit Madame Paccard, parce que si dans nos établissements et services, on a des personnes qui sont bien accompagnées, c'est que nos soignants sont bien équipés et que la CARSAT nous accompagne énormément sur les aménagements de nos établissements pour éviter que nos soignants soient en difficulté, notamment sur les troubles musculo-squelettiques. Et c'est très important
pour nous. Voilà, je tenais à souligner c'est de l'innovation aussi. Elle est plus mécanique que techno au sens IT, mais elle nous permet d'avoir des équipes qui sont en bonne santé et pour nous c'est très important quand on est employeur dans ce secteur. Du coup, sur les innovations, nous on a pris le parti, je pense que c'est l'ensemble du mouvement social de la mutualité, et de dire une innovation, elle doit être au service du bien vieillir, dans le sens où elle dégage du temps pour les accompagnants auprès des personnes en situation de vieillissement. Et donc l'idée, c'est de dire une innovation, elle permet d'être plus humain en fait, et d'être plus dans une humanité. Alors on n'a pas pris le parti des robots. Vous comprenez bien que du coup nous les robots c'est pas notre sujet. On a pris le parti d'avoir des systèmes d'information très innovants qui permettent aux soignants de passer le moins de temps possible devant un ordinateur, mais au plus près des personnes. On a pris le parti d'équiper les domiciles au travers de l'ergothérapie à domicile pour que les soignants ne passent pas leur temps à déplacer des meubles ou à organiser le domicile quand ils interviennent, mais plutôt à passer du temps à discuter avec les personnes. On fait en fait chaque fois en sorte d'être le plus présent possible auprès des personnes que l'on accueille ou que l'on accompagne. Typiquement sur les accueils de jour autonomes que nous gérons, les CAJOU, on a mis en place du transport. Vous allez dire, c'est pas très innovant de transporter des gens. En revanche, transporter des gens, c'est très innovant pour les aidants qui ont plus de temps pour eux. Et que ce transport, on le fait assurer par des soignants, par exemple, et on nous dit, mais pourquoi vous ne prenez pas des chauffeurs? Parce qu'on trouve que le transport, c'est un temps thérapeutique qui permet de la coordination à domicile, voir si l'aidant va bien. Donc, en fait, l'innovation, elle est juste une réaction à l'évolution de l'environnement. Et l'évolution de l'environnement, il conduit à quoi aujourd'hui sur le vieillissement? Aux problématiques de santé mentale et aux problématiques d'isolement, comme l'a très bien dit Madame Paccard. Et donc, en fait, toutes nos innovations sont tournées vers ce sujet de limiter l'isolement des personnes, qu'elles soient aidantes ou accueillies chez nous, ou en tout cas accompagnées, ou qu'elles soient avec des problématiques de santé mentale pour leur donner le plus de bien-être possible. Et tout découle de là, c'est-à-dire que chacune des innovations découle de là. Par exemple, on a utilisé des exosquelettes pour nos aides-soignants en SIAD. On a expérimenté des exosquelettes. L'idée, c'est que ces dames qui avaient des soucis de troubles musculo-squelettiques dans le dos, avec des problématiques de dos, elles puissent être au mieux, qu'elles souffrent le moins possible dans le cadre de leur activité physique, quand elles soulèvent des charges ou quand elles font leur intervention à domicile, pour qu'elles soient plus focus sur les personnes accompagnées. Et en fait, toutes nos innovations partent il faut qu'on rompe l'isolement social, il faut qu'on œuvre à la santé mentale des personnes et à la santé mentale et physique de nos équipes, parce que des équipes qui sont en bonne santé physique et mentale sont des équipes qui accompagnent bien le bien vieillir. Merci. Alors, il y a une question qui est arrivée et qui est pour vous. Je vous la soumets à propos des robots. Donc, vous avez dit pas de robots dans les établissements. C'est un témoignage autour de la mise en place d'un robot, Paro, qui accompagne les personnes atteintes d'Alzheimer dans certaines unités de soins, notamment quand il n'y a pas de possibilité d'avoir des personnels avec elles qui les accompagnent au moment des crépuscules, en tout cas les temps parfois difficiles pour les personnes atteintes d'Alzheimer. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait ce choix ? Alors, on n'a pas fait ce choix parce qu'on est dans l'économie sociale et solidaire, que nos budgets sont contraints par des financements publics ou des recherches de financement externes, et que le choix que l'on a fait chez nous, c'est de faire financer de la ressource humaine pour la présence humaine. Après, on ne rejette pas systématiquement. Si Paro veut nous prêter des robots, on les testera, comme on a testé Mais effectivement, dans nos choix d'investissement et d'accompagnement, on est plus sur de l'accompagnement humain et libérer du temps humain pour accompagner les personnes.
Après, on a aussi des solutions technologiques au travers de nos salses, nos Hélènes. On a des choses très techno, hein, des bornes mélo là, pour danser, pour faire des vibrations. Enfin, on le fait aussi, mais ce n'est pas le fil conducteur de notre accompagnement. En tout cas, si des solutions technologiques apaisent les personnes, bien évidemment qu'on ira vers ces solutions technologiques. Merci. Jean Bousquet, j'ai envie de vous poser la question. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cet accompagnement technologique avec, par exemple, des robots pour des personnes vieillissantes atteintes de pathologies, de comorbidité, en fait? Pour moi, c'est un problème co-efficacité. Parce qu'on ne peut pas mettre des robots chez tout le monde. Et donc, il faut avoir soit un robot très simple qui ne coûte pas cher et qui apporte beaucoup, soit on fait autre chose. Parce que les robots, c'est quand même très très cher. Peut-être que dans 3 ans, ce sera moins cher, mais aujourd'hui, pour moi, il faut traiter le plus grand nombre de personnes avec un coût optimisé. Et on a suffisamment de moyens pour payer les personnels dans les différents établissements? Je vous laisse répondre, Stéphanie Carrasco. Il n'y en aura jamais suffisamment. C'est-à-dire que face au choc démographique qu'on commence à vivre aujourd'hui, effectivement, ça va être compliqué de susciter des vocations à la hauteur des besoins. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment que l'innovation, elle soit vraiment centrée sur le fait que l'on mette le plus possible de temps humain auprès des personnes qui ont des besoins d'accompagnement. Et c'est vraiment là-dessus que nous, en tout cas, au niveau de la mutualité et la mutualité française Grand Sud, on est convaincus de ça. C'est ce temps passé auprès des personnes, même s'il est improductif, parce qu'on appelle ça des temps improductifs chez les financeurs quand on nous finance des temps auprès des personnes qui sont des temps alimentaires ou des temps de douche. Voilà. On nous dit le bien-être ou juste la discussion sont des temps improductifs, alors que nous, on considère que le lien social et l'accompagnement aux soins de bien-être et d'accompagnement et de prévention qui peut être juste un café, parce que nettoyer une cuisine ou une salle de bain tous les jours, ça n'apporte pas autant de bonheur que de prendre un café avec quelqu'un d'humain. Et du coup, effectivement, on n'aura pas les moyens pour faire... Pour tout absorber. En revanche, on peut s'organiser pour en absorber le maximum. Et comme l'a dit le professeur, il y a un coût, il y a une histoire de coût-efficacité à gérer. Et ce coût-efficacité, nous, on le met au service plutôt de l'accompagnement humain. Que vous mesurez donc à l'aune de l'humain. Une question aussi pour tous les trois, et peut-être on commence avec vous, Delphine Paccard. Quelles sont les conditions de réussite ou les freins que vous rencontrez quand vous mettez en place des innovations finalement de tout type? Alors ça, on avait identifié quelques conditions de réussite quand on avait déjà par le passé expérimenté le financement et notamment de nouvelles solutions, voire de nouvelles technologies. Une des conditions fondamentales, c'est l'accessibilité financière. On est une région avec un grand nombre de personnes retraitées en situation de fragilité, notamment fragilité économique. Nous, au niveau de la CARSAT, on a un observatoire des situations de fragilité. Et donc, on identifie, notamment par territoire, le nombre de retraités à risque de fragilité ou à risque de précarité économique. On a 27% de retraités concernés en région. Ça fait un peu plus de 180 000 personnes. Et souvent, l'écueil, c'est que les solutions proposées ont un coût élevé pour la personne. Donc, il y a vraiment un enjeu de business model et d'accessibilité financière des solutions pour pouvoir répondre aux besoins des personnes sur les territoires. Et la deuxième condition de réussite qu'on avait aussi identifiée, c'est le côté ergonomique, la fonctionnalité de l'outil. C'est vrai que souvent ces outils sont très bien faits, sont faits par des ingénieurs ou d'autres professionnels, mais c'est toujours très compliqué de se mettre à la place du retraité avec les pertes de capacité physique, les défaillances, et d'avoir un outil qui répond pleinement aux besoins de la personne et aussi à ses possibilités de l'utiliser. Et c'était vraiment les deux conditions qu'on avait identifiées pour que ça soit après des solutions qui puissent être facilement utilisées. Ça veut dire qu'on est vraiment à l'écoute, on fait avec les gens concernés et pas seulement pour les gens concernés. Oui, et c'est là que tout l'intérêt aussi des Living Labs qui sont en charge d'accompagner les nouvelles solutions,
puisque l'idée, c'est au travers de focus group, au travers de tests d'usage, de travailler justement avec des retraités pour tester les solutions, pour recueillir la perception des retraités et pour s'assurer qu'effectivement ces solutions derrière répondront vraiment à leurs besoins. De votre côté, Stéphanie Carrasco, conditions de réussite, freins rencontrés? Le premier frein, c'est effectivement la solvabilité de manière générale. On l'a tous dit, chacun de notre point de vue, et c'est quand même un vrai sujet. Et puis après, la réussite, en fait, j'ai plus envie de parler de réussite en fait, de manière générale. Il faut tester des solutions. Il y en a qui passent, il y en a qui passent pas. Sur la télésurveillance, la téléexpertise, on a essayé tous les modèles, toutes les possibilités, et tout ne fonctionne pas suivant les territoires. Ce qui est clair aussi, c'est qu'on a sur des territoires des problématiques qui sont aux antipodes. Chaque territoire a son propre écosystème, son propre environnement d'équipement en termes de... ne serait-ce qu'en termes de démographie médicale. Et du coup, chaque fois, l'innovation, elle doit s'adapter à l'écosystème sur lequel elle s'implante. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de télémédecine sur un territoire comme Lunel ou Marciargues parce qu'il y a une CPTS qui fonctionne super bien. CPTS pour sur la communauté professionnelle territoriale de santé. Merci, Mme Pacard. En fait, des associations de médecins libéraux ou d'intervenants libéraux qui font de la coordination. Donc, si vous manquez un médecin traitant dans un EHPAD, ils s'organisent pour mettre en place une infirmière de pratique avancée pour venir dans nos établissements. C'est super. Vous êtes sur un territoire comme au Lonzac, dans les hauts cantons de l'Hérault, où il y a peu de démographie médicale et peu d'accompagnement, mais du coup vous avez plus besoin de technologie, de télémédecine, de liens forts au travers des systèmes d'information. C'est vraiment l'innovation doit s'adapter à la fois quelque chose de dynamique, qui est cette démographie et ces nouveaux besoins et ces nouvelles personnes qui vieillissent. On n'a pas les mêmes chaque année. Et elle doit s'adapter aussi aux territoires et aux équipements des territoires. Et suivant si on gère un EHPAD, un SIAD, un accueil de jour autonome, mais on n'a pas les mêmes partenariats. Et je rejoins complètement Mme Pacard sur le partenariat est essentiel. C'est-à-dire que tous les acteurs qu'elle a cités, avec tous ces acteurs, on forme un écosystème au service du bien vieillir. Et comme on n'aura pas de moyens supplémentaires, il faut tous se mettre autour de la table pour apporter les meilleures solutions innovantes. Et on reviendra dans quelques minutes sur cette question des partenariats et des coopérations, collaborations. Mais j'ai envie de vous poser cette question des conditions de réussite et des freins, Monsieur Bousquet. Alors, et d'ailleurs à un niveau peut-être européen, voire international. Oui. Alors tout d'abord, il faut que ce soit centré sur la personne et pas sur le senior. La personne, ça veut dire le senior et tout ce qui tourne autour, et en particulier le social. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il faut que ce ne soit pas onéreux. La chute est gratuite. La troisième, c'est qu'il faut que ce soit simple. Il y a 9 questions. Un senior peut la remplir en 6 minutes. Lorsque le professionnel de santé remplit le même questionnaire avec quelques tests, il faut 16 minutes. Donc si vous voulez, c'est ces 3 facteurs qui doivent d'abord être considérés. Le quatrième, c'est que les questions soient comprises. Et sur les 9 questions, il y en avait une qui n'était pas comprise. Donc si vous voulez, il faut tester tout cela, il faut un smartphone. Vous avez un smartphone, c'est tout. Alors, il y a des questions justement qui sont arrivées sur la dimension technologique. La première étant, les applications et innovations dont vous parlez sont nécessaires, surtout depuis le virage numérique. Je continue de penser que ces innovations nécessitent une infrastructure connectée importante qu'il est très difficile de maintenir à domicile et dans nos structures actuelles, EHPAD, les services informatiques de proximité seront, je pense, importants. Qu'en est-il des solutions qui permettent d'éviter cet isolement informatique? Je vous pose la question à vous, Monsieur Bousquet. C'est très simple. Il faut qu'un aidant ou le senior ait un smartphone, c'est tout. Et ensuite, c'est très simple pour faire une base de données
et considérer tout cela et améliorer la solution. Donc, si vous voulez, nous l'avons fait avec Masker, qui est quand même reconnu par l'OCDE et qui sera bientôt dans mon espace santé. Donc, on est capable de faire un système très simple, centré autour du patient. C'est ça le problème, centré autour de la personne. Sinon, ça ne marche pas. Donc, ça veut dire déploiement aussi de services informatiques de proximité, comme le suggère C'est pour tout le monde. Madame Carrasco ? Juste pour Oui. compléter la réponse sur les établissements et services, effectivement, on peut pas s'épargner de regarder la territorialité. On a des coins dans nos belles régions qui ne sont pas tout à fait hyper desservis en fibre et en réseau. Et on sort effectivement à des problématiques de débit. Alors moi, je ne suis pas technique du tout, mais effectivement, je rejoins nos services informatiques se cassent bien la tête pour avoir du Wi-Fi dans l'ensemble de nos établissements, parce que même ici à Montpellier, suivant la construction, on a des murs qui ne laissent pas passer les ondes, par exemple. Et effectivement, aujourd'hui, on est vraiment sur l'optimisation de nos réseaux non filaires, et c'est un vrai sujet d'investissement, et c'est un vrai sujet d'accessibilité, comme le disait le professeur. Delphine Pacard, est-ce que vous avez déjà rencontré ce type de problématique ? Est-ce que vous l'avez traité ? Alors, la lutte contre la fracture numérique, c'est effectivement aussi un sujet sur lequel on travaille avec l'ensemble des partenaires. Notamment, on finance, alors au travers d'une association interrégime Cap Prévention Senior, on finance chaque année des actions collectives de prévention. Et dans ce cadre, on finance des ateliers numériques. Les conférences des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie également financent des ateliers numériques. On va même jusqu'à accompagner au domicile des bénéficiaires de prestations individuelles. Au niveau de l'action sociale, nous avons une offre de service Oscar, qui est un plan d'action personnalisé au domicile pour les retraités fragiles mais autonomes. Et donc, dans le cadre de ce plan d'aide, on peut aussi accompagner des retraités qui disposeraient d'un smartphone ou d'une tablette, mais qui seraient en difficulté numérique pour pouvoir l'utiliser au mieux. Donc, on va jusqu'à financer des heures d'accompagnement. Donc, en effet, l'accompagnement au mieux d'une personne sur le numérique est fondamental. Aujourd'hui, on ne peut pas faire sans le numérique, rien que de s'adresser aux impôts ou de demander un rendez-vous via Doctolib. Donc aujourd'hui, le numérique, c'est une condition nécessaire, et donc on fait au mieux pour les accompagner. C'est presque de la formation tout au long de la vie. On pourrait rentrer dans cette catégorie. Il y a une autre question qui vous est posée sur la distinction entre fragilité et vulnérabilité. Est-ce qu'on distingue finalement, est-ce qu'il y a des définitions différentes de fragilité et vulnérabilité ? Peut-être un élément de réponse avec vous, Delphine Pacard ? Alors là, c'est un grand sujet, les définitions. Quand on a commencé à travailler sur la définition au niveau de l'Observatoire des situations de fragilité, en fait, la fragilité, c'était essentiellement de la fragilité gériatrique qui ressortait, et notamment dans les publications scientifiques. Et effectivement, nous, par exemple, au niveau des caisses de retraite, on est sur la notion de fragilité sociale. Donc la fragilité sociale, souvent, c'est ceux qui engendrent les inégalités sociales de santé et les problèmes d'accès aux droits et accès aux soins, mais liés à des difficultés d'isolement, des difficultés de fragilité économique ou de rupture dans son parcours. Le passage à la retraite est à un moment une situation qui peut occasionner de la fragilité. Et d'ailleurs, on organise beaucoup d'ateliers bienvenue à la retraite pour accompagner aussi ce risque de rupture dans la vie de la personne. Donc c'est vrai que nous, on utilise la notion de fragilité sociale. Après, effectivement, il y a aussi la notion de vulnérabilité. Quand on est sur ICOP, on parle de fragilité physique liée aux capacités physiques de la personne. Après, la fragilité se regroupe. Souvent, la fragilité sociale amène à une perte d'autonomie liée à des problèmes d'accès aux droits, d'accès aux soins. Et derrière, on retrouve après de la fragilité physique, voire de la fragilité gériatrique. Mais c'est vrai que les définitions, ça a toujours été un grand sujet. Professeur Bousquet, est-ce que vous avez été confronté à ces questions de distinction ? Non, parce que si vous voulez, moi je dirigeais sur le plan européen, donc les définitions sont différentes selon les pays. En fait, je pense que la fragilité, c'est quelque chose qu'il faut prévenir. La vulnérabilité, c'est quelque chose qui est déjà
passé et qu'il faut aller plus loin. Est-ce que vous avez un complément à apporter, Stéphanie Carrasco, sur cette question? Est-ce que vous, finalement, je ne suis pas une penseuse, en fait. Hein. J'avoue que la différence entre vulnérabilité et fragilité, le seul truc, c'est que, quoi qu'il arrive, ça présage un bien vieillir difficile. Donc, quoi qu'il arrive, il faut être en prévention et de cette vulnérabilité, de cette fragilité, qu'elle soit acquise ou en cours d'acquisition. Eh bien, gardez le micro parce que la question suivante vous est aussi destinée. Comment ne pas tomber dans l'hyper-financiarisation des EHPAD à l'heure de l'évolution technologique, IA, robotique, etc. Vous nous avez donné quelques éléments de réponse tout à l'heure, mais est-ce que finalement on nous pousse dans cette financiarisation ? Non, on ne nous pousse pas dans cette finance. Alors, je pourrais parler pendant des heures, mais je vais essayer d'être synthétique sur le sujet. On a en France un modèle où on a 3 types d'EHPAD. On a un service public, on a un service privé lucratif, et au milieu, il y a l'économie sociale et solidaire, qui est un service privé non lucratif. Les 3 types d'établissements fonctionnent au service des publics. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas vous dire l'économie sociale et solidaire gère mieux que le public ou plus vertueusement que le privé lucratif, parce que l'outil ne confère pas les valeurs. Donc voilà. Tout le monde fait de son mieux, mais effectivement, eu égard à la structuration capitalistique de certaines structures, on ne va pas chercher les mêmes choses. Nous, dans notre cas, économie sociale et solidaire, l'idée, c'est d'être à l'équilibre, en se disant que si on gère au mieux, tout ce qui vient en plus sert à l'innovation sociale. Nous, notre cœur, c'est ça. C'est-à-dire, on est privé, donc on gère comme des privés. Il n'y a personne qui viendra absorber nos déficits à la fin de l'année. Par contre, on va chercher des excédents qui sont réinvestis dans la machine et en premier lieu auprès des hommes et des femmes pour qu'ils soient auprès de nos salariés. Mais le privé lucratif couvre un besoin énorme aussi sur le territoire, donc on ne peut pas... voilà. Et le public sert des situations extrêmement critiques et nécessite aussi des moyens qui sont différents de ce qu'on peut avoir nous dans le privé, parce qu'on n'a pas les mêmes publics. Donc en fait, il n'y a pas une extrême financiarisation, il y a que les prestations coûtent de plus en plus cher, ça c'est clair, hein, quand on est en phase d'inflation, l'électricité ça coûte cher, l'alimentation ça coûte cher, donc effectivement c'est de plus en plus cher. Là je rejoins, mais c'est pas une financiarisation, le paysage reste le même depuis 20 ans. Après ce sont des fonctionnements qui sont différents. Et on peut trouver des établissements qui relèvent de l'économie sociale et solidaire, du public ou du privé lucratif, qui travaillent très bien sur cette région que je connais bien d'Occitanie-Est. Professeur Bousquet, on peut peut-être décaler la question, la sortir des EHPAD. Est-ce que développer une application comme AppChut, ça coûte cher ? Pour l'instant, nous avons eu 45 000 € de budget, donc ça ne coûte pas très cher. Alors 45 000 € de budget qui viennent d'où et comment finalement avez-vous fait pour développer cette application ? Est-ce que c'est une application que vous avez soumise à un spécialiste du numérique, ou est-ce que vous l'avez développée vous-même ? Comment ça s'est passé ? Alors, nous avons d'abord développé une application qui s'appelle Mascare. Et pour cette application, nous avons eu 6 millions. Donc, si vous voulez, nous avons pris toutes les fonctionnalités de Mascare et on les a transposées à l'AppChut. Donc, la CARSAT a été un des financeurs principaux, il y a l'ARS. Puis après, c'est à peu près tout. Donc, nous cherchons des financements pour aller plus loin. Mais en prenant ce que nous avions déjà fait, ça a été très simple de faire un AppChut. Donc, on capitalise sur ce qu'on a déjà déterminé. Delphine Paccard, sur cette question des finances finalement, des moyens, on l'a un peu abordé précédemment dans nos échanges, mais comment est-ce que vous abordez cette question ? Alors nous, au niveau de l'action sociale, on a un budget annuel de près de 18 millions d'euros.
qui sert quasi en totalité aux retraités. Donc, comme je disais, aux retraités autonomes pour préserver leur autonomie. Donc, c'est essentiellement au travers des prestations individuelles, le plan d'aide Oscar dont je parlais tout à l'heure, qui permet d'être accompagné au domicile via des services d'aide à domicile, de bénéficier d'évaluation des besoins via les pôles évaluateurs. Donc ça, c'est l'essentiel de notre accompagnement financier. Ensuite, comme je le précisais aussi, on finance des actions collectives de prévention qui s'adressent aux retraités autonomes. On travaille en partenariat avec un certain nombre d'associations qu'on accompagne aussi, que ce soit les Restos du Cœur, les Petits Frères des Pauvres, la Croix-Rouge ou toute autre association. Et en effet, après, on consacre un budget à l'accompagnement de solutions sur l'innovation. Donc, c'est notre moyen d'accompagner pour toujours être sur le champ du bien vieillir et de la préservation de l'autonomie. Eh bien, je vous propose de garder le micro sur la thématique suivante qu'on a aussi un petit peu abordée précédemment sur la coopération entre les acteurs. Comment est-ce que vous travaillez avec les autres acteurs du vieillissement sanitaire, social, collectivité, famille, etc. Et puis, question subsidiaire, comment favoriser une meilleure coordination entre le sanitaire, le médico-social et le social ? Alors, c'est un sujet d'actualité. Dans l'Hérault, depuis 2024, a été expérimenté le service public départemental de l'autonomie. Ce service public, les décrets sont parus, donc il doit être généralisé d'ici fin 2025 à l'ensemble des départements. Pour l'avoir expérimenté dans l'Hérault, donc c'est le conseil départemental qui assure la coordination de la mise en place et la gouvernance de tout ce dispositif en lien avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, et sont présents sur le champ des personnes âgées, puisque le service public ouvre aussi le champ des personnes handicapées et des aidants. Sur le champ des personnes âgées, on retrouve bien entendu les caisses de retraite, que ce soit la CARSAT, la MSA, la GIRCARCO. On retrouve les unions de départements d'ATCCAS, on retrouve des représentants de CPTS, on en a parlé tout à l'heure, de DAC. Donc vraiment l'enjeu au travers de ce service, qui n'est pas une institution en plus, qui vise juste en fait à un lieu d'échange, de rencontre avec les partenaires pour œuvrer au mieux. D'ailleurs, on voit que ça marche, puisque dans l'Hérault, ça a été le point de départ pour qu'on puisse présenter notre démarche aller vers les retraités isolés et qu'on puisse le généraliser sur le département. Et on a fait la même chose avec le département du Gard. Et donc, en fait, c'est ce dispositif qui permet de renforcer ce partenariat. Et comme vous le précisiez tout à l'heure, ce qui permet en fait d'avoir plus de synergie et de pouvoir partager au mieux sur les expérimentations et innovations des uns et des autres pour être efficient sur ce qui marche et ce qui marche moins. Dans ces cas-là, ce n'est pas retenu par cette communauté, mais donc le décloisonnement sanitaire, social, médico-social, on le retrouvera encore plus au travers de ce service public départemental de l'autonomie. En tout cas, c'est une question que vous prenez à bras-le-corps. Oui, voilà, qui est pris à bras-le-corps par l'ensemble des partenaires sur les territoires aujourd'hui, oui, tout à fait. Stéphanie Carrasco, sur cette question de la coopération. Aucun des partenaires ou des acteurs du secteur ne trouvera de solution tout seul. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre les payeurs, les effecteurs, l'accompagnement social au domicile, l'accompagnement social en établissement, personne n'a la solution tout seul. Et ce qui est clair, c'est que on ne trouvera des solutions que collectivement au regard de l'implantation des services et de l'évolution des territoires. Et aujourd'hui, moi, il est plus possible d'agir sur le bien vieillir ou sur le grand âge encore moins, sans être dans des sujets de partenariat. Vous êtes dans un établissement qui est financé par l'ARS, par le département, qui est financé par la CARSAT sur ses équipements de prévention et sur les aides techniques sur l'établissement, qui est financé par une fondation bancaire de l'économie sociale pour tout ce qui est innovation, qui est financé par l'État sur SMS numérique, les systèmes d'information. En fait, aujourd'hui, on ne peut pas agir sur le bien vieillir et encore moins sur le grand âge s'il n'y a pas une coopération des acteurs
au service de ces populations. Et de toute façon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les ressources ne seront pas suffisantes et donc il faut réorganiser, il faut redéployer et il faut s'entraider pour combler les trous de la raquette, parce que des trous de la raquette, il y en a sur tous les territoires et auprès de tous les publics. C'est-à-dire qu'il y a des territoires où il n'y a pas d'accueil de jour, mais il faut que le domicile assure. Il y a des territoires où il y a moins d'EHPAD, mais il faut que le domicile assure aussi. Sur le sanitaire, les équipes du CHU, elles interviennent dans nos établissements sur des situations critiques ou sur des accompagnements gériatriques ou gérontopsie. Quand je vous parlais de santé mentale, aujourd'hui c'est un vrai sujet, la santé mentale. Si on n'a pas les équipes du CHU en gérontopsychiatrie, on ne peut pas avancer. Donc aujourd'hui, l'accompagnement du bien vieillir et a fortiori du grand âge, c'est de la coopération à tous les niveaux. C'est chercher l'efficience ensemble. Trouver des solutions. Jean Bousquet, sur cette question, et puis j'ai envie quand même de vous poser aussi la question de comparaison entre les pays, puisque vous connaissez notamment bien l'Allemagne. Alors, si vous voulez, tout d'abord, les outils numériques ne sont qu'un outil à la disposition de ce que vous faites. Donc, cet outil ne peut se concevoir que s'il est fait avec tout ce que fait tout le monde. Il est aussi nécessaire de mettre tous les professionnels de santé, les professionnels sociaux ensemble. Parce qu'on oublie quand même qu'il y a 100 professionnels sociaux pour 10 professionnels de santé au moins. Donc il faut aussi travailler avec les professionnels sociaux, ce que nous avons fait avec l'ADMR. Alors sur l'Europe, c'est relativement homogène, on a tous des problèmes, c'est-à-dire que tout le monde a des problèmes de financement. La Société européenne de gériatrie, et le professeur Blain a dirigé le programme Chute pendant plusieurs années, a fait des choses remarquables. Il y a maintenant des personnes qui essaient de faire des consensus internationaux et donc le déployer dans les pays. Mais globalement, si vous voulez, en Europe, je parle d'Europe occidentale, en Europe occidentale, on essaie tous de faire quelque chose. Alors, gardez le micro. Il y a des défis éthiques, des défis sociaux, des défis sociétaux dans cet accompagnement du bien vieillir et notamment en termes d'innovation. Mais si on revient un peu aux définitions, qu'est-ce que c'est bien vieillir? Vous nous l'avez un peu dit au début, ça commence très vite. Alors, bien vieillir, c'est dès la naissance et même avant. Si la mère fume, l'enfant risque d'avoir une pathologie respiratoire et donc de mal vieillir. Donc si vous laissez, pendant toute la vie, c'est d'essayer d'avoir une vie saine et normale, de ne pas fumer en particulier, de faire de l'exercice, ça c'est essentiel aussi, et donc ne pas faire je vais prendre ma retraite, je coupe tout. Ça aussi c'est important, parce qu'il y a beaucoup de gens qui coupent au niveau de leur retraite et c'est la catastrophe. Donc, si vous voulez, le bien vieillir, ce n'est pas à 65 ans ou 63, je ne sais pas. Bon. Ce n'est pas au moment où on prend la retraite qu'on dit « Ah, maintenant, je veux bien vieillir », parce que là, c'est la catastrophe. Stéphanie Carrasco, comment vous voyez les choses? Qu'est-ce que c'est pour vous, bien vieillir? Alors, là, c'est plus... ma position à moi, Stéphanie Carrasco, et plus du tout dans ma position de point de vue. Je crois que bien vieillir, c'est accepter déjà le vieillissement, parce que c'est quand même vieillir, c'est vivre, donc c'est déjà quand même une bonne nouvelle. Et puis se dire que il faut changer le regard sur ce qu'est le vieillissement. C'est pas qu'un poids pour la société, c'est une nouvelle vie pour les personnes et les gens qui les accompagnent. Et il faut changer le regard et le côté un petit peu négatif que l'on a, enfin en tout cas cet œil négatif quant au vieillissement. L'idée c'est de se dire soyons dans une approche capacitaire, faisons en sorte que toutes les capacités soient en tout cas utilisées, parce que le bien-être et la santé mentale passent par le fait de servir à quelque chose. Donc moi, je vois dans nos accueils de jour, les personnes qui sont atteintes de maladies d'Alzheimer ou maladies apparentées, on leur apprend à toujours être actifs dans leur vie. C'est-à-dire qu'ils cuisinent, ils font des travaux ménagers, ils font du jardinage, ils font du bricolage, et ils servent toujours
à leur communauté ou à leur famille quand ils rentrent chez eux. Et je pense qu'il faut changer ce regard très négatif sur les vieillissements qui sont différents parce qu'ils sont plus longs qu'avant. C'est pour ça qu'on a des types de vieillissement qui sont moins acceptables pour nous parce qu'on ne les a pas connus jusqu'alors. Mais il faut qu'on change ce regard sur ce vieillissement. Il peut être de différents types. On ne reproche jamais à un nourrisson de ne pas savoir faire les choses ou de ne pas tout savoir faire au début de sa vie. Mais il faut qu'on accepte que le vieillissement, c'est aussi perdre certaines capacités, mais surtout en garder d'autres et qu'on peut toujours servir à la société ou à son environnement en vieillissant, et c'est ce qu'on essaie de faire. Delphine Pacard, sur cette même question. Ça rejoint un petit peu, effectivement, par rapport au bien vieillir. Je pense, et au niveau de la CARSAT, on œuvre aussi en ce sens, c'est rester le plus possible actif, se sentir utile. Ça vient d'être dit à l'instant, c'est de continuer cet engagement. Il y a un sujet du bénévolat. Tout à l'heure, on parlait des ateliers Bienvenue à la retraite. C'est l'occasion aussi de donner des informations sur le bénévolat. Aujourd'hui, on parlait des partenaires, on parlait des associations. Les associations ont besoin également justement de tous les jeunes seniors qui passent à la retraite et qui souhaitent s'engager dans différentes activités, puisqu'en plus, ce bénévolat, ça peut être multiple et varié. Il y a plusieurs activités, mais ça œuvre au bien vieillir, ça œuvre au fait de rester engagé, ça favorise le lien social et ça permet de continuer à se sentir utile, et tout ça va dans le sens du bien vieillir. Il y a une question qui nous est arrivée sur la perception de ces innovations. Comment les publics concernés, les personnes âgées, les aidants, les familles, enfin les professionnels, l'ensemble de cet écosystème, perçoivent-ils ces innovations ? Est-ce que vous avez une mesure de ça ? Peut-être Stéphanie Carrasco en direct de terrain ? On a mené une expérimentation sur un territoire un peu reculé et très rural pour accompagner les personnes qu'on accompagnait par un SIAD à créer leur DMP et leur dossier médical. Et en fait, l'acceptation, elle a été... c'est toujours pareil, c'est-à-dire que ça a été du temps investi par nos soignantes auprès des personnes pour leur créer leur DMP sur leur tablette ou sur leur smartphone, où effectivement tout le monde avait un smartphone, mais tout le monde ne savait pas créer son DMP. Et après, elles leur ont montré comment télécharger, montrer chez leur médecin, utiliser leur DMP. Et du coup, dès lors que ça sert à leur bien-être et au lien social, parce que le lien social, c'est la personne qui est venue les aider, le lien social avec les personnes qui viennent les soigner ou chez qui ils vont, du coup, c'est très bien accepté. L'idée, c'est que l'innovation, même si elle est techno, et là, pour le coup, elle est très techno, parce que, je ne sais pas si vous avez essayé, moi, je n'ai pas été la plus rapide à faire ce genre de choses, ça permet de tisser un autre lien et d'avoir un autre engagement et de dégager après aussi du temps soignant auprès des personnes, parce que les infos sont au bon endroit. Et donc, c'est bien accepté dès lors qu'on est dans une rupture de l'isolement social, comme l'a dit Madame Pacard, et en plus, dans l'idée d'être bien accompagné et bien soigné. Donc, c'est bien accepté dès lors qu'on est sur les objectifs poursuivis d'arrêter l'isolement social et d'être bien soigné et bien accompagné. Professeur Bousquet, vous nous disiez au début que finalement vous avez été surpris de l'acceptation de l'outil par les personnes concernées, et finalement pas tant de personnes ne savent pas utiliser ce type d'application. Non seulement cela, mais il y a 4 questions à la fin. C'est comment est-ce que vous trouvez l'application. Les patients qui n'ont aucun risque de chute, bon, ça ne les intéresse pas trop, mais ceux qui ont un risque de chute, ils sont très intéressés, ils veulent surtout avoir un suivi. Donc, si vous voulez, c'est ces 2 différences. Maintenant, nous avons, mettons, 10% des patients qui ne savent pas qu'ils ont chuté et qui ont un risque de chute élevé. Et ça, c'est très important parce qu'il faudra travailler sur ces sujets-là pour éviter les chutes ultérieures. D'autre part, pour l'étude que nous avons faite avec la CARSAT et avec, donc sur maintenant 3000 personnes, 3000 seniors environ, avec l'ADMR, eh bien, pratiquement aucun senior n'est sorti de l'étude. Bon, ils sont sortis parce qu'ils sont morts, parce qu'ils sont... Mais spontanément, pratiquement aucun. Donc, si vous voulez, les seniors sont capables de mieux comprendre
outils numériques quand ils sont simples. Il y a une question subsidiaire qui est comment concilier innovation, consentement, dignité et respect du libre arbitre. Premièrement, nos applications sont totalement anonymisées. Donc, si vous voulez, ça c'est important. Deuxièmement, il faut lire des conditions d'utilisation, ce que personne ne fait, et qui donne son accord. Donc, si vous voulez, anonymisation complète des données, dont le patient ne sera pas capable d'être récupéré par quelqu'un, parce que ça c'est très important. Deuxièmement, il faut que ce soit très simple, parce que si ce n'est pas simple, personne ne comprend rien. Delphine Paccard, sur cette question. Alors, à chaque projet qu'on conduit, notre priorité, c'est le consentement de la personne. Tout à l'heure, par exemple, on parlait de l'aller vers les retraités isolés. Bien sûr, tous les partenaires qui sont appelés à repérer une personne isolée, si la personne ne donne pas son consentement, il n'y aura pas de suite donnée. Donc bien sûr, on prend aussi en compte toute la question des secrets, de l'anonymisation, des questionnaires, des bases de données, mais également directement le consentement et le point d'entrée. Donc, quelle que soit la situation repérée, si la personne ne donne pas son accord, on acte le fait qu'elle préfère ne pas être accompagnée sur tel sujet ou tel autre. Donc, c'est là-dessus l'importance de la liberté de la personne pour être accompagnée au mieux, mais en fonction aussi de ses désirs. Alors, c'est justement le prolongement de cette question éthique. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller en matière de sécurisation sans porter atteinte à la liberté des personnes ? Nous, effectivement, on s'arrête. Alors, on n'est pas dans le même contexte qu'un établissement médico-social ou qu'une autre structure. On s'arrête vraiment, on travaille vraiment pour les retraités, à l'attention des retraités. Donc, c'est le retraité lui-même qui nous fait part de ses souhaits et de ses besoins, et en fonction, on agit. Donc, on est pour le fait de répondre au mieux, d'apporter plus de sécurité, mais à condition que soit respecté ce premier souhait du retraité, et donc de respecter sa liberté. Mais on s'adresse à des retraités autonomes, donc on n'est peut-être pas dans le même cas de figure d'autres types de difficultés. Comment est-ce que vous prenez cette question, vous, Monsieur Bousquet ? Je l'ai pris avec un avocat. Qui coûte très cher d'ailleurs, mais qui est essentiel. Donc, si vous voulez, il y a des règles qui sont le RGPD en anglais, PCRD, je crois, en français. Et donc, ces règles, nous les suivons à la lettre. Bien entendu, il faut changer ces règles tous les 2-3 ans. Nous avons changé régulièrement. Et c'est pour ça que la PCHUT est un petit peu en retard, parce que nous avons repris toutes les règles pour la PCHUT. Après, ces règles sont très contraignantes, mais elles sont essentielles. Il est clair qu'on n'a pas 100% de bonnes pratiques, c'est pas possible. Mais si on arrive à 90%, c'est déjà très bien. Stéphanie Carrasco, vous devez être en effet confrontée régulièrement à cette question. Et puis, comme le disait Madame Paccard, plus on vieillit et plus cette question devient compliquée. Elle est extrêmement compliquée. Elle est extrêmement compliquée et difficile à départir de l'individu concerné. Donc, du coup, pour un établissement comme ici, on est sur 75 personnes hébergées. La question de la liberté et du droit d'aller et venir est un vrai sujet, notamment quand on est dans des unités de vie protégées, parce qu'on doit protéger les personnes de problématiques de fuite ou de problématiques de non-cohabitation. C'est quelque chose qu'on adapte à nos usagers. Après, on a une unité d'hébergement renforcée où là, il est prescrit de ne pas pouvoir en sortir parce qu'au risque de se blesser ou de blesser l'autre personne. Après, sur un hébergement plus traditionnel en EHPAD, qui ne relève pas de troubles cognitifs ou de maladies psychiatriques,
on est plutôt dans la logique de l'aller et venir et de la grande, enfin, en tout cas de la liberté totale, puisque les gens sont chez eux. C'est leur lieu de vie, ils sont chez eux, on doit leur apprendre à rentrer et à sortir, qu'ils aient un accès à l'extérieur facilité. Et ici, notamment, au Pôle des Grisettes, quand vous avez le tram à côté, on doit leur permettre de pouvoir aussi accéder aux services de la ville et à la culture. L'idée, c'est d'être dans cette liberté. Les familles ne sont pas toujours d'accord, parce qu'après, on a des familles qui pensent, qui trouvent qu'elles ont plus les solutions pour leurs parents que ne peut l'avoir l'établissement. C'est un sujet qui nécessite beaucoup de communication et beaucoup d'interaction avec l'environnement. Mais l'idée, c'est qu'on est un individu jusqu'à la fin de notre vie, avec notre liberté à garantir, et c'est ce qu'on essaie de faire. Alors, gardez le micro pour la question suivante. Comment prendre davantage en compte les capacités restantes plutôt que les pertes ? C'est une chouette question. On a développé là depuis quelque temps un partenariat avec une boîte canadienne qui s'appelle Evie, qui est une boîte qui travaille sur l'ergothérapie et une approche, l'autodétermination et une approche capacitaire en fait. Et on est en train de former nos soignants et toutes nos équipes à cette approche où en fait on a banni le mot dépendance. Vous avez vu depuis tout à l'heure, on n'a pas parlé quasiment de dépendance. C'est vrai. On a banni ce mot dépendance pour être dans une approche capacitaire. C'est-à-dire qu'on se dit une personne âgée ne devient pas dépendante, on doit favoriser ses capacités et faire en sorte qu'elle mette en œuvre ses capacités au service d'elle-même en fait. Et cette approche capacitaire permet aux personnes, même celles qui sont le plus atteintes, soit cognitivement, soit physiquement, de toujours rester dans l'action et dans le bien-être, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, la santé mentale et le bien-être, ça passe par se sentir toujours dans la société et servir la société ou servir son environnement. Et du coup, on est vraiment là-dessus. Et comment faire ? Il faut se former à ces approches. Il faut apprendre à changer de regard en se disant une personne âgée, elle perd pas de capacité, en tout cas elle en a d'autres, et on peut essayer de magnifier les capacités et de lui faire faire et en tout cas de la rendre responsable de sa vie, de ses actions et de la rendre plus capable sur des sujets qu'elle n'a pas abordés même avant l'âge du grand âge, et c'est plutôt super intéressant. Je vous passe forcément le micro, Jean Bosquet, sur cette question. Comment est-ce que vous avez fait pour garder toute votre place dans cette évolution finalement, dans votre vie et dans ce partage avec des professionnels sur la question ? Alors moi, si vous voulez, c'est simple. J'ai pas envie de prendre ma retraite. J'avais 3 mots que je ne connaissais pas, c'était week-end, vacances et retraite. Bon. C'était votre choix. C'est mon choix. Et mon choix, si vous voulez, j'ai estimé que tant que je le pourrais, je continuerai, et j'ai des projets nouveaux. J'en ai même un nouveau depuis 3 jours. Donc si vous voulez, j'arrête pas. Et comme ça, je ne me sens pas vieillir. Même si j'ai des problèmes de mobilité, le mois prochain, je vais en Ouzbékistan, par exemple. Alors, en dehors de vous, comment est-ce que vous prenez cette question de finalement prendre en compte les capacités des gens plutôt que ce qu'ils n'ont plus ? D'abord, il ne faut pas penser que le jour où on part à la retraite, c'est foutu. Parce que ça, beaucoup de gens le pensent. Il y a des gens qui s'en mettent sur un fauteuil et qui n'en sortent plus. Ça, c'est catastrophique. Et ce sont des gens qui souvent meurent jeunes. Par contre, il faut avoir des activités. Que ce soit une activité sociale, que ce soit une activité physique. Par exemple, l'activité physique adaptée, ce que vous faites à la CARSAT, ce que l'on fait maintenant c'est très important. Et il faut que ces activités physiques se fassent avec d'autres pour maintenir le plan social. Parce que c'est ça. Quand on est chez soi tout seul, c'est ce qui m'arrive moi, c'est très important d'avoir mes vidéoconférences régulièrement. Merci Delphine Paccard. Je vous pose cette question également. Comment est-ce que vous, professionnellement, vous prenez cette question ? C'est un peu nos actions quotidiennes en fait, c'est de préserver l'autonomie, donc bien sûr en tenant compte des pertes de certaines capacités.
Nous, on s'adresse à des jeunes seniors aussi, hein, puisque tout démarre presque en amont du passage à la retraite pour les pré-retraités. Donc les messages sont différents selon les parcours, les tranches de vie. C'est vrai que quand on va être une personne qui va prochainement passer à la retraite ou un très jeune senior, on va véhiculer des messages, comme on disait tout à l'heure, beaucoup sur le bénévolat, sur le fait d'être engagé dans la société, d'œuvrer auprès de l'ensemble des partenaires avec qui on travaille par ailleurs. Quand on commence à avancer dans l'âge, on va plus diffuser aussi des messages sur ICOP, sur la détection des risques de perte de capacité physique, sur les risques de chute. Donc les messages varient en fonction des besoins de la personne, mais on est toujours sur cet enjeu de délivrer tous les messages pour préserver le plus possible, le plus longtemps possible, l'autonomie de la personne. Et ce qui est d'ailleurs le cas de la très grande majorité des personnes, hein, de vieillir en restant autonome et en étant engagé et en faisant de l'activité, soit physique, soit des activités de lien social, peu importe. Mais c'est heureusement aujourd'hui quand même la très grande majorité des personnes de vieillir comme ceci. Donc comme quoi la prévention, ça marche. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure les ateliers Bienvenue à la retraite. Est-ce que ça fait partie des questions que vous posez collectivement dans le cadre de ces ateliers ? Sur le fait de se maintenir en capacité de faire, de penser, d'être autonome. Alors, c'est effectivement abordé en tenant compte des personnes en face qui sont de très jeunes seniors, donc ils ne vont pas forcément se sentir concernés par les chutes ou par des questions d'aménagement du logement. Mais c'est derrière, en tout cas, l'enjeu de ces ateliers, c'est vraiment de sensibiliser. Alors, dans un premier temps, sur le passage à la retraite, hein, puisqu'il y a tout le sujet de l'accès aux droits, de comment préparer son dossier retraite. Donc ça, c'est un des points forts de ces ateliers. Mais aussi, effectivement, tous les messages de prévention, d'activité, comme je disais, un focus très fort sur le bénévolat. Donc oui, c'est l'enjeu de ces ateliers, c'est d'éviter que la retraite soit vécue comme une rupture, mais vraiment comme un continuum dans la vie de la personne. Et donc, en délivrant les conseils, alors ce n'est pas que délivrer des conseils, c'est aussi entendre, c'est des groupes collectifs, donc c'est vraiment un échange entre plusieurs qui vivent à un moment la même situation. Stéphanie Carrasco, en début de table ronde, vous avez évoqué le changement de regard sur la vieillesse, qui était un élément vraiment important, sur les capacités des personnes et leur autonomie. Est-ce que ça peut être une innovation en soi ? Je pense que c'est une innovation en soi, dans le sens où je vous disais, on est dans une dynamique qui évolue. La démographie et les typologies de vieillissement évoluent chaque année, puisqu'on a une durée de vie qui s'allonge. On a des personnes qui ont des rapports aux technologies, à la société qui évoluent aussi. Et donc forcément, si le regard n'évolue pas sur les personnes vieillissantes ou sur les personnes très âgées, on ne pourra plus faire société. C'est-à-dire qu'on va avoir plus d'un quart de notre population qui ne fera plus partie de la société si on ne change pas le regard. Donc changer le regard, c'est effectivement se dire le grand âge, c'est un âge de la vie qui est important. Et effectivement, on n'a pas qu'à rajouter quelque chose d'hyper important. Il y a quand même beaucoup de personnes aujourd'hui à domicile qui relèvent du grand âge, et il faut qu'elles continuent à faire société avec le reste de la population, d'autant plus que ça va être la population majoritaire dans une vingtaine d'années. Donc il faut changer le regard effectivement sur la vieillesse et sur le grand âge, et de sorte à faire société. Et on n'a pas d'autre choix si on veut continuer à être collectivement bien dans ce monde, en tout cas chez nous. Jean Bousquet, sur cette question. Et tout ce qu'on vient de dire est tout à fait vrai. Mon grand-père était un vieillard à 70 ans. Mon père était un sujet âgé à 80 ans. Je vais bientôt avoir 80 ans, je ne me sens pas âgé. Je pense que c'est l'évolution de la société. Mais cette évolution doit se faire en groupe. Il ne faut pas laisser les gens chez eux tout seuls. Et ce que vous faites à la CARSAT est remarquable, parce que vous essayez de rapprocher les gens.
Nous, on a beaucoup travaillé sur l'activité physique adaptée avec les villes de la région. Eh bien, les gens deviennent amis. Et donc, il faut éviter l'isolement et il faut éviter l'arrêt de toute activité. Je vous pose une dernière question qui vient du public. Quels enseignements vous tirez de ces projets, de tous les projets que vous avez conduits pour l'avenir? Bien écoutez, moi mon but a toujours été d'aider les gens puisque je suis médecin. Et j'ai trouvé qu'il y a une dizaine d'années que pour aider la population, il fallait passer par le numérique. Alors, j'ai beaucoup travaillé à l'OMS, puisque j'ai des programmes OMS, donc on essayait d'aider les gens partout. Et donc, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est que mes applications soient internationales d'emblée, pour améliorer les patients. Et donc, il faut aujourd'hui que ces applications soient simples, toujours. C'est la simplicité qui prime, sinon les gens arrêtent. Qu'elles soient anonymisées, et qu'elles permettent aux gens d'aller mieux sans avoir en faisant de la prévention. Même question, Stéphanie Carrasco, les enseignements que vous tirez de toutes les actions que vous avez conduites pour l'avenir. Mais l'enseignement principal, c'est effectivement ce dont on a parlé, du partenariat et de la coopération et d'essayer de faire évoluer et le regard et l'accompagnement des personnes vieillissantes par notre action sur le terrain et nos partenariats sur le terrain. Je suis convaincue qu'il n'y a que ça, sinon on n'accompagnera pas suffisamment positivement et puis on vivra pas bien nous, hein, parce que c'est nous bientôt les personnes vieillissantes, même si le jeune homme d'à côté se sent encore... il y a un moment, on va vieillir, professeur. Et du coup... et du coup, effectivement, il faut vraiment se grouper et à la fois accompagner et changer le regard. Le champ de l'innovation, c'est un élément de réponse pour ces questions? C'est absolument un des éléments de réponse. Et effectivement, ça a été très bien illustré par ce qu'a dit le professeur et par ce qu'a dit Madame Paccard. Il faut accompagner tout ce qui fait du lien, et les nouvelles technos et l'innovation organisationnelle font partie de la création de liens. Delphine Paccard. Mais peut-être même globalement pour l'ensemble des partenaires, on en a beaucoup cité, qui œuvrent sur le champ de la prévention. C'est aussi les études qui nous montrent que la prévention et l'innovation, bien sûr, qui va avec, ont des résultats positifs. Aujourd'hui, en France, l'espérance de vie sans incapacité progresse. Donc, ce qui montre bien qu'on continue à vieillir, mais à vieillir en meilleure forme, à bien vieillir, justement, puisque ça progresse. Et ça montre bien tout l'enjeu de cette prévention, de ces innovations qui œuvrent sur le bien vieillir, qui fait on a des retours aujourd'hui positifs sur ce sujet-là. Donc, bien sûr, continuer à œuvrer en ce sens, surtout avec l'évolution démographique qui ne va pas réduire les besoins des personnes, mais a priori, ça marche. Eh bien, un grand merci à tous les trois pour vos mots. Vous êtes des experts de ce sujet. Il est temps de clore notre débat d'aujourd'hui. Merci à tous les participants pour leurs questions nombreuses et pertinentes. Je n'ai pas eu le temps de toutes les prendre, mais je vous en remercie grandement. Et à bientôt pour une nouvelle édition de Table Ronde sur des thématiques qui nous occupent pleinement aujourd'hui. Merci.